Bonsoir Tristan. Bonsoir. Avant de commencer à parler des limites, qui est le sujet qui va nous occuper ce soir, est-ce que tu veux bien te présenter? Voilà, moi, Tristan Costa, ostéopathe depuis bien longtemps, praticien MTC également. J'ai toujours été intéressé par la philosophie du soin et tout ce qu'il y avait derrière simplement l'acte de soigner et ce sur quoi on travaillait dans le soin, à qui on avait affaire et pour cela, je pense qu'il faut arriver à déterminer une forme de soin, une forme de corps chez le patient, et cette forme-là, elle est délimitée par la barrière de la peau, par exemple, qui est à la fin du corps, si on réfléchit aux soins, par exemple, le soin a une certaine durée qui va aussi s'arrêter, le soin va être limité dans le temps. Et en partant de ça, on peut réfléchir et aller assez loin dans la notion de limite et de leur présence, de leur absence, de leur nécessité, aussi bien pour la vie en général que pour le soin. Voilà. Justement, parlons de la vie. La vie en ce moment, c'est les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. On voit sur chaque épreuve des athlètes qui dépassent leurs limites. Bon, il y en a certains qui dépassent aussi les limites de la piste quand ça se passe pas bien. Et puis, le cas qui a quand même beaucoup occupé les médias et puis les commentateurs, c'est le cas de Lindsey Vonn, qui a pris le départ de sa course malgré un ligament croisé antérieur rompu 9 jours avant la course. Pour certains, elle a dépassé les limites, elle allait dépasser les limites. La preuve, la course s'est mal passée, elle est tombée, etc. Elle a eu un grave accident, sa jambe est en très mauvais état. Et pour d'autres, par exemple le médecin de l'équipe de France de ski, c'était pas au-delà des limites son pari, c'était un pari, elle savait ce qu'elle faisait, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est marrant, ça m'ouvre sur une notion qui n'est pas chinoise, mais qui est issue de la philosophie grecque, c'est les trois mots, les trois notions du temps chez les Grecs. Les Grecs ne définissaient pas le temps avec un seul mot, mais il y en avait trois. Donc il y avait le chronos, qui est le temps qui passe, qu'on peut assimiler justement au chronomètre. Chronos étant le géant qui dévore ses enfants. Donc le temps nous dévore tous, puisqu'à la fin on va disparaître. Tout ça, c'est ce temps-là. Après, il y avait le kairos, qui est le temps vécu, c'est-à-dire l'instant que tu vas trouver une éternité parce qu'il est exceptionnel, ou alors la douleur qui peut être très brève, mais que tu vas vivre comme étant une éternité. Et, euh, et à ce moment-là, ça va habiter ta conscience, mais beaucoup plus que la seconde pendant laquelle tu vas souffrir. Et après, il y avait le haïon, la troisième partie du temps, qui est la destinée, le temps du destin, du destin de vie, etc. Et ben là, chez elle, on retrouve ces trois temps. Donc, elle était à la recherche d'un chronos, donc une limitation dans le temps, pas un chrono, mais un chronos, avec une descente où on prend un temps, puis il faut faire le plus vite possible, quoi. Elle était à la fois dans ce temps qui était le temps vécu, qu'elle avait envie de revivre sûrement de manière très très intense, parce que ces moments-là, pour les descendeurs, c'est d'une intensité inouïe. Et puis, le troisième temps qui lui a joué des tours, c'est qu'elle voulait forcer son destin. Elle voulait être surhumaine, aller au-delà de ses fractures et de ses fêlures. Voilà, aucun des trois n'a marché. Peut-être le deuxième, peut-être que le fait de s'engager, le fait d'être capable de s'engager en risquant sa vie, parce que c'est clair que c'est ce qu'ils ont dit, elle a risqué sa vie, ça lui a donné une intensité vécue qu'elle n'aurait qui lui manquait peut-être, ça sera peut-être qu'elle n'aura plus jamais, parce que ça sera la dernière fois qu'elle pratiquera son Est-ce activité. En tout que, cas, voilà. est-ce que cette intensité vécue, c'est pas justement son destin? Est-ce que son destin à elle, c'est pas de vivre, entre guillemets, plus intensément que le commun des mortels? Et dans ce cas-là, elle remplit quand même cette troisième notion que tu as évoquée? Complètement, mais alors chez les descendeurs particulièrement, parce qu'il n'y a pas un descendeur qui finit pas sa carrière
polyfracturés, multi-opérés. Donc l'intensité, ils la connaissent jusqu'à la fracture. C'est une intensité qui est telle qu'elle va au-delà de ce que leur structure est capable de supporter. Hein, ça, c'est assez sûr. Et puis ils ont tous envie d'un destin royal, quoi, d'être le roi de Kitzbühel ou le roi des jeux ou la reine des jeux, etc. Voilà. Mais ça, tu vas le retrouver aussi chez le patient, hein, qui va essayer de forcer son destin. Alors parfois avec succès, hein, mais parfois c'est rarement celui qui a du succès qu'on va avoir en soins. C'est celui qui s'est plutôt ramassé, hein, donc qui a loupé son examen, qui a loupé son mariage, qui a loupé son entretien d'embauche, son casting s'il est comédien, et qui a ramassé à la petite cuillère. Hein, et là, le temps vécu va être décuplé, parce que centuplé même. On voit des gens qui ont été comment dire, licenciés et 10 ans après, ils s'en sont pas remis. Un divorce et 20 ans après, ils s'en sont pas remis. La mort de leur mère, etc. Et ça, c'est un temps donc à la fois du destin, mais aussi un temps vécu qui sort du chronos. Parce que le chronos, une fois que la personne est morte, elle est morte. C'est terminé. Et ben dans le temps vécu, ça peut être une éternité. Voilà. Donc on passe de l'instant à l'éternité. Pour celui qui reste. Pour celui qui reste, exactement. Mais c'est une anomalie. Et le soin doit nous permettre de remettre la pendule dans ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une séquence de temps qui passe et qui va permettre d'accéder à un nouveau destin. Parce que si on est resté bloqué sur un destin antérieur, on n'arrive pas à accéder à de nouvelles potentialités, de nouvelles rencontres ou un nouveau développement personnel. D'accord. Voilà. Pour revenir à Lindsey Vonn un petit peu, est-ce que selon toi, il y a une question de limite saine, je dirais? C'est-à-dire, est-ce que la limite, elle peut, elle doit être saine, ou est-ce que finalement, si elle avait réussi sa descente, qu'elle avait gagné la médaille d'or, tout le monde aurait crié au génie, elle aurait rempli le chronos et puis les autres temps, les autres limites que tu as évoquées du point de vue des Grecs, et puis finalement, voilà, c'est comme un geste génial au rugby. Je me souviens de Le Garec l'an dernier ou il y a 2 ans qui fait une chistera super, et il dit lui-même, si je l'avais raté, tout le monde me serait tombé dessus. Là, je l'ai réussi et tout le monde l'a trouvé génial, la chistera. Ouais. Les Anglais définissent l'ego, donc ego, moi-même, le définissent comme a separate conscious of, c'est-à-dire que la conscience que tu as de toi qui est séparée du reste du monde. Voilà. Donc, par exemple, quand je vais sortir de la pièce tout à l'heure, il n'y a que moi qui vais sortir de la pièce. Je vais être séparé du reste de la pièce, des autres personnes qui sont dans ma maison. Et voilà, c'est comme ça que je vais percevoir mon ego, c'est parce que je suis séparable. Demain matin, je vais quitter ma maison pour aller au travail ou pour aller faire du sport. Je vais aller soigner des gens, je vais aller en cours. Voilà. Donc ça, c'est ma conscience qui me donne ma position dans le monde par cette notion de séparation. Donc il y a une limite entre les autres et moi. Voilà. Maintenant, comment est-ce que je perçois cette limite? Eh ben, on le voit bien dans les entreprises, dans les partis politiques. Il y en a un qui peut avoir une limite avec les autres qui est un peu floue. C'est-à-dire que quand il va sortir de la pièce, il va tellement les manipuler que tout le monde va venir avec lui, comme si c'était un seul corps. Or, non, c'est une illusion. Tous ces corps sont séparables. Hein, c'est juste dans un instant, dans un moment de destin, encore une fois, où tout le monde va fonctionner en même temps. Mais bon, très très vite, ça va se dissoudre comme une manifestation qui se dissout. Mais pendant un instant, si le type est assez fort, il va convaincre tout le monde que c'est un corps d'armée, une manif, une équipe, voilà, un capitaine d'équipe, c'est ça, c'est celui qui va convaincre tout le monde de le suivre comme s'ils étaient en un seul corps, non morcelé mais identique. Donc effectivement, on peut aussi dans une logique de surhomme voir son corps comme étant
plus capable que les autres, plus capable que la gravité. Et rien qu'avec cette volonté individuelle d'accéder à un destin différent, briser les règles de la gravité, malheureusement, la plupart du temps, ça marche pas, ou ça marche un temps, et puis après, ça se termine. Je me souviens d'Alain Prieur, ce cascadeur extraordinaire, qui sautait en moto des distances de plus en plus grandes, et il savait très bien qu'à l'arrivée, la distance était tellement grande qu'il allait fracturer. Il savait, mais il y allait quand même. Et il n'est pas mort sur un saut en moto, il est mort il avait déjà réussi, je crois, à sauter en parachute sans parachute, et qu'on lui donne le parachute pendant le saut. Et puis cette fois-là, il n'a pas eu le parachute, donc il est mort. Donc en cherchant toujours ce moment de surcapacité, l'exploration pour voir jusqu'où il pouvait aller dans cette optique-là, quoi. On va le retrouver. Bon, bien sûr, tout ça, Lindsey Vonn, le cascadeur, sont des exemples extrêmes, mais on peut le retrouver complètement chez des patients qui vont tester leurs limites avec l'alcool, avec des stupéfiants, avec la conduite sous alcool ou sous stupéfiant, justement, sans limite de vitesse, en moto quand on est jeune. Donc on va rencontrer ces profils-là. Alors après, on peut aussi le retrouver dans le travail, des gens qui n'ont pas de limite sur la quantité de travail qu'ils sont capables de fournir, sauf qu'il y a toujours un moment où il va y avoir une fracture, il va y avoir une dissociation entre leur capacité structurelle et puis la manière qu'ils ont trouvé de fonctionner. Donc ce que tu dis là, c'est qu'à un moment, on finit par rencontrer sa limite. Voilà, il y a toujours un moment où on est limité. Bien sûr, on doit essayer de dépasser ça, mais c'est à la manière du nec plus ultra. Tu sais, le nec plus ultra, c'est ce qui était marqué sur les colonnes de Gibraltar, où on disait pas plus loin, parce que c'était le monde connu à l'époque grecque. Et donc, il y avait ce monde inconnu. Alors, bien évidemment, si chacun était resté dans ses limites, si Magellan n'avait pas essayé d'aller faire le tour du monde, on n'aurait jamais rien fait. Mais il faut des gens, il y a toujours des gens qui sont précurseurs, quitte à y laisser leur vie, puisque Magellan, il n'en est pas revenu de son tour du monde. Donc il y a des explorateurs, il y a des profils explorateurs, il y a dans tous les domaines de la vie humaine. Ouais, ça c'est clair. L'exploration va se faire dans un espace-temps, parce qu'il n'y a que là où on peut vivre, c'est-à-dire l'espace du corps, qui va être le même du début jusqu'à la fin de sa vie, et le temps, c'est la conception, de la conception jusqu'à la mort. Voilà, donc ça c'est le temps et l'espace du corps. L'espace du corps, le corps va devoir évoluer, bouger, se transformer de manière limitée, parce que même celui qui passe de 50 à 200 kilos, il va avoir un facteur 4, ce qui est pas grand chose si on compare à un tremblement de terre, si on compare à une avalanche, les facteurs multiplicateurs ou démultiplicateurs ne sont pas si importants que ça pour l'homme, c'est assez limité. Pareil pour la connaissance qu'on est capable d'engranger, même le plus grand maître des échecs actuels, il connaît tous ces problèmes d'échecs par cœur, toutes les situations, mais pour autant il va pas connaître le Swahili il va pas parler japonais, chinois, etc. Donc sa conscience est limitée au niveau spatial. On peut la modifier, mais c'est limité. Et puis cela demande de produire du jeu, donc de jouer dans cet espace du corps et dans une rythmicité qui est le temps qui nous est imparti, parce qu'après il y en aura plus. Il y a toujours un moment où le match s'arrête. Ça ressemble beaucoup à tous les jeux humains qui sont en fait c'est très symbolique, mais si on prend le rugby, le foot, donc il y a un espace, un terrain, il y a une durée qui est déterminée, donc on est limité dans l'espace, limité dans le temps, avec des variantes, puisqu'on sait que les terrains peuvent avoir quelques mètres de différence, il y a toujours des arrêts de jeu, parfois même qui sont très très longs.
des matchs interrompus, hein. Et à l'intérieur de ça, faut faire jouer, faut trouver des espaces, faire circuler le ballon, et parce que c'est que comme ça que la vie du terrain, la vie de l'équipe, la vie des équipes va commencer à être intéressante. Sinon, il se passera rien. Voilà, les limites de la vie humaine, c'est l'espace et le temps. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis sur le terrain, parce que pour certains, le terrain sportif, c'est une métaphore d'un combat entre deux factions qui s'opposent, entre deux pays qui s'opposent. Et j'ai fait mes petites recherches quand on a décidé de parler des limites. Et l'étymologie de limite, ça vient du latin limes, qui veut dire lisière, bordure. Les limes, c'est aussi le dispositif fortifié qui va borner les frontières de l'Empire romain. Donc du coup, on se retrouve vraiment, en parlant des limites des terrains de sport, dans l'étymologie, dans le mot d'origine, qui fait qu'on va délimiter un pays, une nation, un espace organisationnel, national, voire supranational. Quelle différence tu ferais entre une limite et une frontière, par exemple? Et ben justement, il y en a pas. C'est-à-dire que c'est comme le corps humain. Les deux doivent être des systèmes semi-ouverts, semi-fermés. C'est-à-dire que dans ta respiration, tu as des systèmes de filtres au niveau des sinus, tu peux piéger des poussières au niveau des bronches également. Tu ne vas pas tout laisser rentrer. Normalement, tu ne dois laisser rentrer que ce qui est propice à la vie. Alors bien évidemment, tu n'as pas tous les outils. Donc, admettons, comme j'ai pu voir récemment une vidéo en Égypte de gens qui travaillent dans des carrières de calcaire, donc qui sont enveloppés de poussière en permanence, qui ont des salaires misérables, et donc qui respirent de la poussière de calcaire en permanence. Ça fait comme la silicose des mineurs, où ces poussières-là, le corps n'arrive pas à les empêcher de rentrer. Donc, elles viennent tapisser leurs bronches et ils ont une espérance de vie très courte. C'est absolument horrible. Là, il y a une trop grande pénétration. La limite n'est pas assez forte, hein. On ne peut pas faire une limite complètement étanche, hein. La limite est poreuse de toute façon, hein. On le sait bien avec les frontières. Il y a Même toujours pour un enfant bulle, par exemple? même pour. Un enfant bulle? Après, bon, il y a toujours des cas qui sortent de la moyenne, mais oui, il ne peut vivre que s'il est complètement isolé. Il n'y a pas d'autre solution, et sa vie forcément est très courte, voilà. Et c'est pour ça que dans la vision chinoise la vision du corps comme celle d'un pays, donc avec aussi bien l'administration, mais les frontières aussi, la limite qui fait que l'énergie défensive qui doit monter jusqu'à la peau, jusqu'au poil, mais elle s'arrête là, elle ne doit pas aller au-delà. Sinon, c'est un envahissement. On va envahir l'autre à partir du moment où on dépasse sa propre frontière, hein, ce qui est déterminant. Et que ce soit chez les Grecs ou les Chinois, l'autre est celui qui est extérieur à soi, c'est le barbare. Donc celui dont on ne comprend pas le langage, hein, qui parle du charabia pour les Grecs, hein. Et pour les Chinois, c'est pareil. Et j'ai entendu aussi que les Grecs appelaient les barbares ceux qui mangeaient cru, et les Chinois faisaient la même chose, entre les crus et les cuits, pour mépriser le peu de degré d'évolution de ceux qui étaient différents d'eux. Voilà. Mais en même temps, dans toutes ces cultures, qu'elles soient impériales comme en Chine ou des cités-États en Grèce, il était parfois préférable de ne pas vivre à l'intérieur de l'empire ou à l'intérieur de la cité, mais plutôt à l'extérieur. Il y avait beaucoup plus de liberté qu'à l'intérieur, où on était contraint par le corps social. Alors justement, ça tombe bien, c'était ma question suivante. Est-ce que une limite, c'est une contrainte ou c'est une condition à la liberté? C'est une condition à la vie. C'est-à-dire que on a les grands mythes, la plupart des grands mythes, sauf en Chine, font référence toujours à un chaos originel. Et c'est à partir du moment où on a commencé à prendre forme, où l'homme prend forme sur Terre, que c'est la fin du chaos, hein. Donc en Chine, on a le mythe de Pangu, le géant qui est
qui est le gestionnaire du chaos, mais apparemment c'est un mythe assez tardif. C'est pas un mythe originel. Il n'y aurait pas de mythe originel chinois autour du chaos. Voilà. Dans beaucoup d'autres civilisations, on le retrouve. Et donc, qu'est-ce qui permet de sortir de chaos? C'est de fixer, de borner. Donc, de borner un terrain, hein, comme ça, on peut savoir à qui il est, de borner un corps en disant, ben voilà, ça c'est mon corps, on n'a pas le droit d'y toucher, par exemple. Il est à moi, c'est pas un corps d'esclave, donc on peut acheter ou vendre. Et donc, effectivement, la création des limites est quasi obligatoire pour générer la vie, hein, pour qu'elle puisse s'épanouir en tout cas. Voilà. D'accord. En médecine chinoise, on évoque le fait que la croissance, donc la croissance, je dirais presque infinie, c'est le foie, c'est le bois. Et tu dis souvent que chez le petit enfant qui est pure croissance, la limite est portée par les parents qui vont justement limiter cette croissance. Du coup, est-ce qu'une limite, ça protège ou est-ce que ça structure? Ça fait les deux. Dans le cas des parents, ça fait les deux, puisque la force vitale, chez l'enfant, elle est essentiellement sur la croissance, mais pas sur la défense. Il est pas capable de se défendre lui-même face à des agressions plus fortes que lui, plus grandes que lui. Donc la dépendance, la sécurité de l'enfant est dépendante de celle du bon vouloir ou du bien faire de ses parents. Mais par contre, oui, l'interdit, la limite est essentielle pour empêcher la mise en danger pour un enfant qui n'a pas une expérience de vie suffisante et qui peut se mettre en danger parce qu'il ne connaît pas ces limites-là, qu'il ne les a pas encore intégrées. Hein. On le voit beaucoup plus chez l'homme que chez l'animal. Le bébé animal a souvent moins conscience il a plus, c'est comme s'il avait déjà une expérience du danger, mais malgré tout, on le voit chez les proies, il suffit que le petit s'isole un petit peu du troupeau et il devient très très vite une proie parce qu'il n'a pas repéré les prédateurs qui étaient dans la prairie et qui allaient lui tomber dessus, quoi. Voilà. On voit chez les bébés animaux, justement, dans la savane, notamment dans les reportages animaliers, on voit souvent qu'ils sont pressés par le parent et puis par la nature d'être au moins capables de marcher et de se déplacer dans les minutes ou les heures qui suivent immédiatement la naissance. Ouais. Ce n'est pas du tout le cas chez l'homme, par exemple. Non, pas du tout. On a un autre gros facteur limitant chez l'homme, c'est la grossesse. Quand on voit le peu de capacité du petit homme à la naissance, alors que les autres se mettent sur leurs pattes et les autres mammifères se mettent sur leurs pattes et marchent, le petit homme, lui, il peut pas. Il lui faudra attendre 2 ans, donc ça veut dire 2 ans plus 9 mois. On est presque à 3 ans de... Alors bon, il y en a qui marchent à 1 an, bien sûr, hein, mais voilà, 2 ans plus 9 mois pour commencer à pouvoir se déplacer correctement. Ça peut être aussi intéressant, ça, c'est de parler de ça, parce que c'est l'optimisation sous contrainte. C'est de cette contrainte, de toutes les contraintes, que naissent des adaptations. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai un labyrinthe que je ne vais pas avoir le choix de la sortie. Mais par contre, tout le travail que je vais faire pour trouver la sortie, il va être essentiel à mon développement, parce que ça va me mettre en stress, donc avec une contrainte qui vient du monde extérieur, que je vais devoir arriver à contourner. La première contrainte qu'on subit en arrivant au monde, c'est la gravité. Hein, donc les gens parlent de stress, mais le premier stress, il est là tous les matins. Il faut se mettre debout et la gravité va tout faire pour te ramener au sol. Et toi, tant que tu as cette énergie-là encore, tant que la structure suffisamment solide, tu vas essayer de te mettre debout, hein, pour te déplacer, pour aller chercher à manger, pour rencontrer du monde. Donc la contrainte est structurante. Hein, la contrainte va te permettre de développer des qualités. Et le fait que l'homme soit si faible dès la naissance a dans son évolution lui a proposé des challenges qu'il a été obligé de relever. Voilà. Autant Lindsey Vonn, elle n'était pas obligée de partir
Alors peut-être qu'elle était obligée parce que, comme tu dis, son destin, ça l'appelait, etc. Quelque part, elle n'était pas obligée, que l'homme à la naissance, il est obligé de lutter contre la gravité, il est obligé de communiquer avec les autres parce que s'il veut avoir à manger, ben, il va falloir qu'il communique avec ses parents. Et les parents sont à la fois donc et structurants et dans la défense de l'enfant et en même temps dans l'orientation de ses choix. D'accord. Est-ce qu'il y a des limites qui bougent, qui sont floues? On a parlé tout à l'heure des frontières, par exemple, du bornage de l'Empire romain. Ouais. Au niveau de l'humain, est-ce qu'il y a des limites qui sont fluctuantes? Ben oui, il y a des limites fluctuantes et surtout il y a des évolutions de société aussi qui font que les limites bougent énormément. Par exemple, ce qu'on considérait être un homme et être une femme a aujourd'hui beaucoup changé. Bon, il y a eu tout un tas d'essais comme Simone de Beauvoir qui disait qu'on ne naissait pas femme, on le devenait, voilà. Donc il y a eu c'est ni bien ni mal, c'est juste des ouvertures de conscience pour comprendre que bah, la limite qu'on avait fixée avant, bah, tout d'un coup on pouvait la dépasser. Hein. Donc bah, encore plus aujourd'hui avec la mention de le développement de certaines chirurgies qui permettent à certains de changer de sexe. Voilà, on s'aperçoit que là il y a eu une évolution majeure, comme les antispécistes, où avant il n'y avait aucun problème. Un animal était un animal, un homme était un homme, et il y avait une vraie différence entre les deux. Bah, les antispécistes, pour eux, leur credo, c'est de dire que l'homme et l'animal, c'est la même chose, et que du coup, la conscience animale, le fait qu'on ne doit pas leur atteindre à leur vie, ni les manger. Voilà, donc il y a des grosses limites sociétales qui évoluent tout le temps, et puis bah, elles nous influencent hein, forcément dans nos choix et dans leur acceptation ou leur rejet. Et puis après, bah, il y a ce qu'on se fixe comme limite. Par exemple, dans le choix des soins, on peut ne pas vouloir soigner de maladies psychiatriques, ou on peut ne pas vouloir soigner de faire de pédiatrie et puis tout d'un coup dans une évolution pour un thérapeute, il peut décider tout d'un coup de changer et de s'attaquer à un problème dont il ne voulait pas entendre parler avant. Donc Qu'est-ce qui fait justement, du point de vue de la médecine chinoise, j'entends que on va se fixer des limites à un moment. C'est la peur et du coup c'est le rein. La limite, c'est vraiment le yin-yang. Hein. Ces états. C'est marrant parce que je tombais sur un philosophe qui s'appelle Charles Peirce, qui un jour fait une tâche avec sa plume, une tache d'encre sur une feuille de papier. Et puis le papier est blanc, la tache est noire, et la tache est comme toutes les taches, elle se diffuse. Et donc il a commencé à s'intéresser à quel moment le blanc devenait noir, à quel moment le noir devenait blanc. Et donc il y a les deux couleurs, et il y a cette zone d'ombre qui est une zone de transition avec une double potentialité. Cette double potentialité, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le yin-yang, avec le passage du jour à la nuit, le passage de la nuit au jour. C'est cette transition de phase qui fait que, par exemple, quand tout va bien, on est éveillé et tout d'un coup, en l'espace de quelques minutes, on est endormi quand on va se coucher. Et de la même manière, le matin arrive et tout d'un coup, quelques minutes avant, on était endormi et en très peu de temps, on est réveillé. Voilà. Et c'est dans cette transition de phase, dans ce moment-là qu'on peut retrouver en soin, justement, donc qu'on va essayer de provoquer avec des aiguilles éventuellement, hein, ou avec des techniques manuelles, et c'est dans ces moments-là qu'il y a des potentialités d'évolution. C'est là où on peut changer. Voilà. C'est-à-dire que dans le soin, contrairement à la borne ou à la frontière d'un pays, la limite n'est pas marquée de manière fixe, elle est plus comme une évolution entre le yin et le yang, où on dit tout le temps au sommet de la nuit, bah, c'est déjà le début du jour quelque part, et inversement pour midi, qui est déjà le début de la fin de la journée, quoi.
on a la double potentialité. Et à partir du moment où la double potentialité est là, tout est possible. Tout est possible. Alors justement, si tout est possible, du point de vue des praticiens, j'entends, ça pose une question aussi de. J'avais noté gourou, mais c'est pas tout à fait ça. Mais comment doit se placer le praticien pour pas avoir ce sentiment de toute puissance, d'être sans limite justement? Est-ce qu'il doit connaître ses limites? Est-ce qu'il doit quand même chercher à les dépasser? Alors, oui, mais à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau technique? Est-ce que c'est au niveau de la compréhension? Est-ce que c'est au niveau de l'interaction? Il y a plein de possibilités de se dépasser, hein. Il y en a pas qu'une, hein. Ce qui est intéressant à observer, c'est que celui qui joue avec ses mains, travaille avec ses mains, utilise une technique de digitale, une technique manuelle, une technique corporelle pour travailler sur l'autre. Bon, ça nous fait remonter à la nuit des temps. Hein, une nuit des temps où le toucher est le seul média entre deux personnes. Et puis après, on invente à un moment ou à un autre l'outil. On va prendre le silex, puis on va gratter avec le silex. On peut gratter la peau, on peut gratter, on peut prendre de la terre et la mettre sur une blessure, on peut prendre une plante, etc. Puis arrive l'aiguille. Donc on est encore avec un outil qui est au bout de la main. Hein, et ça correspond à un âge, on va dire l'âge de fer, puisque l'outil qu'on utilise est en fer. Et donc on est très connecté en utilisant la main ou l'aiguille ou le feu, hein, avec une période qui nous remet assez loin en arrière dans l'évolution de l'humanité. Puis petit à petit, l'outil va changer de forme et on va même le chevaucher. Ça va être le cheval, ça va être l'âne, ça va être le bœuf. Et pour terminer, le snowboard, hein, par exemple. Hein, on va se déplacer avec un snowboard comme on se déplaçait avec un cheval, sauf qu'il y a toujours un moment où on descend du cheval et puis après on descend de son snow parce que pour marcher, c'est pas terrible. Dans l'évolution, quand on voit les nouveaux outils médicaux, par exemple, là, on n'est plus sur l'outil, on n'est plus comme avec l'aiguille en train d'utiliser l'outil avec ses mains, on est dans l'outil. L'IRM, t'es dedans. Le chirurgien qui utilise des robots, t'es dans une capsule où tu es entouré et c'est toi tu joues avec ton joystick et tu vas opérer. Donc on se dirige vers de plus en plus vers du transhumanisme où l'outil va devenir une partie de toi-même. On te met un pacemaker à l'intérieur, donc l'outil est à l'intérieur et puis il va réguler ton cœur. Donc on a des évolutions là qui sont permanentes et puis voilà, c'est comme ça, le monde change. Mais nous, quand on essaye de pratiquer avec nos mains ou nos aiguilles, nos ventouses, nos moxas, tout ce qui est en rapport avec la médecine chinoise, on se reconnecte à 10 000, 20 000 ans en arrière et on quitte quelque part le monde actuel avec ses définitions pour repartir dans quelque chose de plus ancestral dans notre pratique. Et c'est là où si on se réfère à tout ce qui est utilisé à cette époque-là, la mise en œuvre des esprits, la mise en œuvre des esprits, c'est l'esprit du thérapeute, l'esprit du patient, est à développer. Donc la compréhension, l'image, les représentations visuelles qu'on se fait sont importantes à développer, pas seulement l'aspect purement technique. D'accord. Et au niveau des patients, justement, quelles limites ils doivent ou ils peuvent avoir dans ce qu'ils vont attendre, ce qu'ils vont croire, ce qu'il est possible pour eux quand ils viennent nous voir en soins? Est-ce que tout est possible pour eux ou est-ce qu'on doit leur poser des limites, dire écoutez, là, je vais vous accompagner, mais ça, je sais très bien que votre patho fait qu'on aura une amélioration, mais vous ne serez jamais guéri, par exemple, ou il ne faut pas leur dire parce qu'il faut les laisser espérer, sans toutefois les tromper. Enfin, c'est compliqué cette. Alors, faut éviter l'hubris qui fait qu'on a l'impression de tout savoir. Hein, donc ça, c'est le gros écueil qu'on a rencontré 10 000 fois chez des thérapeutes qui prédisaient l'avenir de leurs patients
sans jamais eux-mêmes être allés dans l'avenir. Donc, faut se préserver de toute prise de pouvoir et de toute prédiction, parce que il y a toujours des cas où on va tout changer, alors que ça paraissait impossible. Et puis d'autres cas où on a l'impression que tout est là, il y a les cartes en main sont formidables et puis en fait, ça marche pas quoi. Donc pourquoi? Parce que on a affaire à l'infini en face de nous, donc l'infini d'une histoire personnelle, génétique, généalogique, familiale, etc., dont on n'aura pas tous les éléments. Hein. Et comme disait un de mes profs, c'est que une équation à une inconnue, on connaît le résultat. Après, à deux inconnus, le résultat, c'est l'infini. Donc, voilà, on n'aura pas tous les tenants et aboutissants, donc il faut bien se garder de prédire l'évolution. Voilà. Donc, l'idée, c'est de laisser faire et de voir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. De faire ce constat conjointement avec le patient pour voir ce que lui a ressenti comme changement. Et puis, parfois, il oublie les changements, il oublie ce qu'il avait avant, donc il faut lui rappeler que ça n'allait pas, et que du coup, ça a bien changé. Mais oui, il faut se prémunir de toute prédiction. Hein, C'est marrant, c'est le seul moment depuis le début de cette conversation sur les limites où tu évoques quelque chose d'infini. Tu dis qu'on a fait nous un infini. Donc, dans le patient, on est hors limite. C'est parce que le nec plus ultra de Gibraltar, le premier qui part en bateau et qui passe les pylônes, il ne sait pas où il va. Et c'est exactement la même chose, c'est que tu ne sais pas où tu vas. Tu sais que tu pars avec tes aiguilles, avec tes mains, tu pars avec ton intelligence, avec ta cartographie que tu as essayé d'apprendre pendant des années, etc. Donc tu as tes outils, mais tu ne sais pas où tu vas. Intéressant. Voilà. Et le patient, lui, aujourd'hui, qui a plein d'outils justement à disposition, ChatGPT, Internet, pour faire ses recherches, et qui est plus tout à fait dans la position du patient par rapport à son soignant comme autrefois, où le soignant était entre guillemets le sachant. Aujourd'hui, il arrive, il est dans cette position où finalement, il sait déjà plein de choses. Alors, il y a perméable encore, là encore. C'est vrai, mais ça concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir, qui ne recherchent pas. Il y en a d'autres qui cherchent plein de trucs et qui essayent aussi plein de thérapeutes, plein de techniques. Voilà, un peu à la manière d'un guide Michelin qui irait tester tous les restaurants hein, pour leur mettre des étoiles. Mais bon, ça c'est hors du soin, ça c'est autre chose. Voilà. Après, chercher de l'information, c'est malheureusement c'est une discussion qu'on avait il y a pas longtemps. C'est avec un prof qui disait voilà non mais les médias n'en parlent pas. Mais quels médias? Où vas-tu chercher l'information? En fonction de la source que tu vas chercher, eh ben, tu vas avoir des informations ou pas. Et puis, si tu trouves que cette source-là ne te donne pas d'informations, il faut aller en chercher une autre. Donc, il y a une démarche personnelle à effectuer pour le patient. Et c'est très bien qu'il ne croit pas le thérapeute sur parole, mais par contre, il faut qu'il aille chercher à la bonne source, entre parenthèses, ces informations. Hein. Mais bon, c'est pas forcément le cas et l'intelligence artificielle elle ne fait qu'aller chercher des sources qui ont été compilées par des humains. Donc, si l'humain qui a compilé cette source-là n'était pas fiable, le résultat que te donne l'IA ne sera pas fiable. Après, c'est de plus en plus sélectif, et puis on arrive à dialoguer avec l'IA pour lui demander d'aller chercher dans des domaines ou dans des bibliothèques, dans des corpus assez fiables, mais voilà. D'accord. Ok, écoute, je pense qu'on a pas mal avancé sur cette notion de limite. Pour finir, j'ai préparé 10 petites questions rapides. Ouais. Je vais essayer de répondre en une phrase. Ouais. Alors, une limite, c'est plutôt protection ou restriction? Ça dépend des moments.
Ça dépend des moments. Le matin, quand tu te lèves, c'est protection, ou la nuit, c'est protection, parce que tu as besoin que ta maison soit fermée pour pas qu'on vienne chez toi. Dans la journée, ça va être restriction, puisqu'il faut que tu puisses aller et venir plus loin que la veille, ou là où tu étais allé la veille. Voilà. Dire non, c'est perdre du chi. Dire non, poser ses limites, hein. C'est perdre du chi ou c'est préserver du chi? Alors, ça dépend pour qui. Celui qui dit non peut préserver son chi, et celui à qui on dit non peut aussi le préserver, parce que s'il est en train de le dilapider comme un enfant, par exemple, qui ne veut pas aller se coucher et à qui tu dis non, tu vas te coucher, et ben, c'est une manière de l'aider à préserver son chi. Quelle émotion déborde le plus facilement quand les limites sont floues? Euh, alors oui, ça c'est la notion de corps étendu. Quand la limite est floue, bon, ton corps s'arrête là. Au-delà de toi, c'est pas toi. Si tu es en empathie, l'empathie avec les gens fait que tu vas raisonner avec l'autre dans sa souffrance. Et pourtant, c'est pas ta souffrance. C'est-à-dire que l'autre, et admettons qu'il est mal aux dents, toi, t'as pas mal aux dents, mais tu es tellement en empathie que tu vas avoir mal aux dents en même temps que ton ami, ton patient, ton proche. Mais ton patient, ton proche, lui, il va chez le dentiste, il se fait soigner, il a plus mal aux dents. Toi, tu vas chez le dentiste te dit, ben non, vous n'avez rien aux dents, et tu as juste une douleur. Voilà. Et donc, ce corps étendu fait que tu peux te retrouver à être dans une grande tristesse, une souffrance, voire des idées morbides pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc là aussi, dans le soin, les limites du corps doivent être retrouvées. À partir de là, c'est moi. Au-delà de ça, c'est plus moi. D'accord. En consultation, écouter sans limite, c'est thérapeutique ou c'est dangereux? C'est très chiant, surtout, parce que il faut absolument borner le patient, sauf celui qui est dans qui raconte une vraie histoire. Tu dois discerner celui qui raconte sa vie parce que il n'arrive pas à arrêter sa diarrhée verbale, de celui qui est en train d'évoquer une histoire personnelle douloureuse, puisque généralement les gens n'évoquent pas forcément les moments les plus rigolos de leur vie. Et là, ça devient intéressant, ça te donne des pistes pour pouvoir aider. Voilà. Okay. Le rein faible, il dit plus souvent oui ou non? Le manque de volonté, oui, ça va céder. Hein, va céder plus facilement, oui. Donc, le rein faible dira oui, alors qu'il n'a pas envie de dire oui, quoi. Le foie, on a vu tout à l'heure que le foie, c'était la croissance. Il préfère une fluidité totale ou un cadre clair? C'est lui qui donne le cadre en amont, la stratégie. Donc, le foie, c'est Napoléon. Hein. Maintenant, il faut qu'il y ait des hussards pour mener la charge quand même. Le surmenage, donc le surmenage dû à l'absence de limite, il va abîmer d'abord le chi, le sang ou le ting? Ça dépend de ce qui était déjà faible préalablement, hein, puisque une somme, un être humain est une somme de points forts, points faibles, donc la chaîne lâche par le maillon le plus faible, et c'est le surmenage va faire lâcher si c'est le pneu, c'est le pneu qui va éclater, si c'est le turbo, c'est le turbo, si c'est le conducteur, c'est le conducteur. Une bonne limite, c'est plutôt yin dans le sens elle est contenante, ou c'est plutôt yang dans le sens où elle est affirmée? Et comme on l'a vu tout à l'heure, elle doit être yin-yang, puisqu'elle est à la frontière des deux, à la frontière de l'expansion et de l'impulsion, à la frontière de la progression et de la régression, à la frontière du travail et du repos. Voilà, elle est là, les limites. D'accord. Une limite saine, elle agit comme une muraille, une membrane ou une porte avec un gardien? La membrane, c'est pas mal. La membrane qui laisse passer dans un sens, et puis voilà, ça c'est c'est comme la membrane cellulaire qui peut laisser passer, mais pas tout, ou comme l'intestin, ou comme qui doit laisser passer, mais pas tout, sinon il est poreux. Donc voilà. Et la 10e question, la pire sans doute, ta limite la plus difficile à poser aujourd'hui,
Elle est avec les autres ou elle est avec toi-même? Oh non, c'est avec moi, bien sûr. Oui, bah, c'est toujours réfléchir à là où tu dois t'arrêter, ou là où, et le contraire, là où il faut initier quelque chose. Alors voilà, personnellement, je trouve plus dur d'initier quelque chose que de l'imiter. D'accord. Initier, c'est construire un territoire qui va être à un moment ou à un autre voilà, suffisant, s'arrêter ou par incapacité. Mais il va bien falloir prendre sa place. Il faut bien occuper l'espace, occuper le terrain, occuper le... Et c'est parfois difficile. Mise en mouvement. La mise en mouvement, ouais. Ouais, ouais. Chez certains, ça sera autre chose. Hein, voilà. Mais Ok. ça, il faut en avoir conscience. Conscience de sa limite, c'est que la limite à l'expansion, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, voilà. Merci à toi.